Réflexion citoyenne. 6. D'Élodie Léverne. 1. Fiction prémonitoire. Les néo-fondations institutionnelles de la Commune tempérante, étant pour le moment fixées par les précédentes réflexions mensuelles dans leur version la plus simple et la plus intuitive possible, il semble opportun de poursuivre notre quête de paix civile par la visualisation de ce que pourrait être la vie démocratique locale au sens le plus concret du terme, en partant toujours du point de vue des citoyens et dans l'intérêt de leur majorité enfin librement exprimée. Dès lors, pourquoi ne pas se permettre d'en imaginer le résultat, à la façon d'un Jules Verne et de ses voyages anticipateurs, d'apparence si extraordinaire au moment de leur écriture, mais dont les challenges utopiques sont devenus réalité depuis déjà bien longtemps, à l'instar de son tour du monde en 80 jours, de ses 20 000 lieues sous les mers ou de son aventure de la Terre à la Lune? Car s'il est un fait permanent dans la longue histoire de notre humanité, c'est bien celui de la puissance prémonitoire de l'imaginaire, dont l'expression irrépressible est génératrice de progrès ainsi anticipés, et ce, pour le meilleur et pour le pire, selon la motivation profonde de l'inventeur-découvreur, ou, plus souvent encore, des utilisateurs qui lui succèdent. Léonard de Vinci, sans nul doute le plus grand visionnaire de tous les temps, aurait dû très logiquement inspirer l'appellation de la commune fictive, induisant le développement du présent chapitre. Mais hélas, ce patronyme, accaparé par une multinationale de travaux publics, d'autoroutes et autres parkings, ne saurait ici correspondre à des valeurs d'élodistes qui sont tout sauf boursières. Il n'en reste pas moins que c'est en visualisant le but à l'avance que le footballeur ou la footballeuse trouve le chemin pour l'atteindre et l'énergie pour le marquer, à l'image d'une actualité plus populaire. Le rêve positif et idéaliste, voire le songe sans doute inspiré malgré soi, est donc la condition préalable de l'avènement d'un avenir aussi différent du passé que du présent, même si, trop souvent, l'anticipation féconde est telle que les conditions historiques, techniques et culturelles ne sont parfois réunies que bien longtemps après la première formulation d'une nouvelle invention ou découverte. De plus, même lorsque l'idée neuve s'avère immédiatement applicable, elle se heurte systématiquement à l'incompréhension offusquée des élites et autres spécialistes bien en place, ces respectables érudits étant trop encombrés de connaissances établies pour savourer à sa juste valeur, et sans jalousie, un point de vue réellement novateur, a fortiori s'il ose s'avérer interdisciplinaire. Or, nombre de contributions essentielles à l'humanité sont le fait d'amateurs aussi isolés que passionnés, qui, volontairement ou accidentellement, ont simplement découvert, voire inventé, quelque chose de nouveau parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, pour reprendre la célèbre formule d'un Marcel Pagnol. Toute la force libératrice de la fiction se résume dans cette forme de culot troublant, de toupet déstabilisant émanant forcément de la tête en se projetant vers l'avant, au sens du devant et de l'avenir, au point de lui faire précéder le reste du corps, définition même de la marche et du chemin tracé par la civilisation. À nous la tâche excitante d'en faire autant, mais cette fois-ci en matière politique et socio-économique, tout en sachant pertinemment que le stade où nous jouons est ouvert sur un quasi-infini, et que le but n'est qu'un prétexte à tendre sans relâche du bien vers le mieux, en évitant le pire. Revenons donc au vaste champ naturel, sans pesticides ni OGM, de notre commune tempérante, ou d'élodiste, échelle prioritaire de la République démocratique idéale, en abordant sa complexité sans le moindre complexe, à la façon d'une abeille butinant sa flore multicolore au gré de son humeur, libre de tout préjugé sur le miel qui en résultera. 2. La bonne cause de M. Dupont. Dans le cadre d'élodiste, la source de tout pouvoir politique étant égalitairement répartie entre tous les citoyens voteurs d'une identique commune, voire d'un même arrondissement, il en résulte que chaque personne inscrite sur la liste communale des participants déclarés sera en mesure non seulement de pétitionner toute proposition citoyenne officiellement déposée, mais plus encore de proposer personnellement une future décision municipale éventuelle, soit à titre individuel, soit en s'associant à d'autres citoyens pour la même démarche, sous quelque forme de regroupement identifiable que ce soit, grâce au site communal de propositions citoyennes déjà si amplement décrit dans les chapitres précédents. L'anonymat, bien que facultatif,
doit cependant pouvoir être techniquement préservé par le biais d'un nombre suffisant de solides verrous informatiques, mots de passe et autres subtilités digitales, avec possibilité permanente de vérification, par la personne concernée, du respect intégral de sa proposition dans le format officiellement requis, sans compter la sécurité possible d'une preuve écrite et datée, ainsi que d'une publication par affichage lorsqu'il s'agit d'un vote pétitionnaire. Cela dit, cet anonymat doit également pouvoir être levé, uniquement via l'autorité communale démocratique, en cas avéré de non-respect de la loi ou de la réglementation concernant les conditions d'utilisation du site officiel, afin de décourager et sanctionner tout abus indu touchant à la forme ou au fond de l'expression citoyenne, précaution sur laquelle ces réflexions auront l'occasion de revenir plus en détail. Pour une simple proposition pratique, n'engageant aucun risque personnel pouvant nuire à la réputation ou à la vie privée du citoyen déposant, l'anonymat ne s'avère aucunement indispensable, à plus forte raison dès lors que l'intéressé préfère être identifié afin de pouvoir se faire contacter, de quelque manière que ce soit, par ses concitoyens. Par exemple, M. Dupont, automobiliste par trop agacé d'observer de multiples accrochages depuis son appartement en raison d'une priorité établie sans aucune visibilité, et victime lui-même une fois de cet état de fait, peut proposer très localement la mise en place d'un stop pour l'une des deux rues, voire d'un marquage au sol très spécifique, arguant que l'absence de visibilité oblige chacun à s'arrêter et pousse régulièrement les distraits à l'erreur. Proposition on ne peut plus concrète concernant dans ce cas son propre quartier, dans la rubrique correspondante du site communal. Mais ce citoyen peut aussi considérer que la dite proposition devrait s'étendre à toute la ville, voire en réalité bien au-delà, et qu'une réglementation devrait interdire systématiquement toute priorité lorsque le manque de visibilité implique, de part et d'autre, un réel risque ou inconfort, ou imposer une marque au sol avertissant les automobilistes pouvant confondre la rue prioritaire avec une sortie de garage, tandis qu'inversement, chaque stop profitant d'une bonne visibilité devrait se voir transformé en simple priorité. Si tel est le cas, sa proposition pourra être déposée sur la partie communale du site officiel et donc concerner l'ensemble de ladite agglomération, s'agissant ici de d'Élodie-les-Vernes. Si M. Dupont choisit d'être identifiable sur le site, alors, au-delà même des soutiens ou oppositions que suscitera sa proposition, il pourra être utilement contacté par d'autres personnes et, pourquoi pas, mettre en place ou rejoindre une association d'usagers de la voie publique afin de faire d'autres propositions pertinentes, dès lors de façon groupée, ce qui pourra donner plus de poids à sa croisade pour améliorer la sécurité en matière de mobilité. Aussi modeste et anodin que puisse paraître ce premier exemple de suggestion citoyenne, force est de remarquer que la vie quotidienne locale est essentiellement faite de petits détails, certes d'apparence assez négligeables dans leur envergure, mais qui ont le don d'empoisonner ou de frustrer chacun d'entre nous, alors que l'expérience vécue démontre qu'un progrès facile et financièrement insignifiant peut radicalement améliorer la vie de tout un chacun. En l'occurrence, la mesure suggérée par M. Dupont éviterait sans nul doute des pertes de temps, des traumatismes psychologiques, ainsi que nombre de blessures physiques, d'embouteillages, de retards au bureau, de dégâts de carrosserie et autres dépenses évitables d'assurance auto, de malus, comme de réparation, sans compter l'immobilisation des véhicules accidentés, toutes choses qui sont autant d'éléments de l'incroyable liste de complications et de gaspillages en cascade induits par les fréquents incidents judicieusement observés à cause d'une simple imperfection de signalisation routière. Quelques mois plus tard, tout heureux d'avoir réuni un soutien majoritaire sur le site communal et de constater très bientôt le résultat concret de sa proposition, M. Dupont est devenu un citoyen actif, comblé de voir qu'il peut être pleinement utile à la communauté dont il partage la vie quotidienne, au point d'être bientôt stimulé à observer et identifier d'autres problèmes. Par exemple, la hauteur insuffisante des plots de béton et poteaux métalliques censés dissuader le stationnement et dont le défaut évident est d'être totalement invisible des conducteurs à leur approche, au point de détériorer l'avant, l'arrière ou le côté de nombreux véhicules, même lorsque ceux-ci sont équipés de détecteurs d'obstacles. Pourquoi dès lors ne pas redessiner ces équipements bien nécessaires pour en prolonger la hauteur inadéquate, afin d'éviter les mêmes soucis et gaspillages
que dans l'exemple précédent. Dans le contexte délodiste d'une participation citoyenne libérée et ouverte à toute suggestion de bon sens avérée utile à la communauté, M. Dupont risque fort de voir sa première proposition repérée puis débattue au niveau départemental, puis national, pour aboutir à une réglementation universelle dans le sens de concerner l'ensemble des citoyens français. Il serait alors logique que cette mesure porte le nom de son initiateur pour en garder le souvenir, telle une juste récompense qui pourrait aussi donner lieu à une prime citoyenne bien méritée, de fait dérisoire face aux économies humaines, financières, techniques et donc écologiques, ainsi réalisées pour la collectivité. D'aucuns pourront sourire en se moquant de la nouvelle passion de M. Dupont, et ce d'autant plus ironiquement qu'il n'est pas de Nemours, mais nous touchons là le cœur même de la citoyenneté dans son expression la plus simple et la plus concrète. Car loin de se laisser assister en administré passif et de subir toute décision ou contrainte provenant d'en haut, le néo-citoyen délodiste a le droit, pour ne pas dire le devoir moral, d'être aussi actif que les délégués du conseil municipal dans la suggestion d'initiatives pratiques, via l'approbation pétitionnaire du site communal, en toute transparence et dans l'intérêt de la majorité qui l'approuvera éventuellement. Cela change radicalement tout, puisque le pouvoir concret ainsi garanti à chaque membre de la communauté locale est propre à stimuler l'engagement citoyen de chacun, non plus sous la forme occasionnelle d'une élection imposée par présélection, laquelle condamne à glisser un véritable renoncement de pouvoir dans une urne si bien nommée, car hélas prompte à recueillir les cendres pluriannuelles de la démocratie, mais au contraire ici, sous la forme permanente d'une libre participation quotidienne à l'amélioration du cadre ou du mode de vie collectif. Ainsi, beaucoup plus rapidement qu'on ne saurait le soupçonner, l'authentique liberté d'expression encouragée et désormais équitablement partagée entre tous transformera radicalement nos habitudes et comportements, en responsabilisant enfin la population dans l'intérêt de son écrasante majorité, tant il est avéré que les besoins les plus fondamentaux sont collectivement partagés, tandis que les divisions sont hélas la plupart du temps inventées et exacerbées par des minorités illégitimes, dans le seul but de régner sans partage sur des sous-groupes de citoyens désabusés. Les nombreuses initiatives positives que l'on peut déjà observer partout à travers le monde, en réaction de lassitude et de révolte face à l'individualisme prôné par la mondialisation ultralibérale, ne sont là que les prémices d'un nouveau mode de vie que la République délodiste permettra bientôt de consolider et systémiser grâce à l'avènement de la Constitution correspondante, en favorisant enfin l'autogestion la plus micro-locale possible, seule façon d'impliquer le plus grand nombre de citoyens. À l'instar de M. Dupont, se sentant invité à observer et réfléchir tout en étant pleinement respecté dans sa dimension politique, chacun de nous sera dès lors encouragé à penser collectif, en termes de bien commun et de mutualisation, dans l'intérêt partagé de la paix civile, de la justice sociale et du progrès qualitatif. En matière d'écologie, et donc de lutte contre le réchauffement climatique, même à l'échelon local, l'organisation communale délodiste ne pourra qu'aider à développer, faire reconnaître puis généraliser les meilleures initiatives en confiant à chaque citoyen la possibilité d'une idée novatrice, sachant que les solutions de bon sens les plus simples sont souvent beaucoup plus efficaces et beaucoup moins coûteuses que les choix politiques centralisés, complexes et uniformes qu'encouragent les plus puissants lobbies économiques et financiers. Certes, l'exemple de M. Dupont ne concerne qu'un détail pratique issu de sa propre expérience, mais c'est précisément ainsi qu'une politique d'urbanisme cohérente peut être mise en place grâce à une municipalité directement citoyenne, plutôt qu'en faisant exclusivement confiance à l'expertise souvent ruineuse de célèbres cabinets conseils totalement extérieurs à la spécificité de telle ou telle ville ou commune, et le plus souvent sans aucune consultation démocratique préalable digne de ce nom. Le cadre de vie de chaque population locale doit lui appartenir en propre, et toute transformation de cet environnement doit recueillir son accord majoritaire préalable. En termes de pourcentage absolu ou relatif, selon le choix du peuple français, tout entier lors de la mise en place constitutionnelle. La participation citoyenne est vitale pour que chaque citoyen voteur puisse s'exprimer librement, y compris lorsqu'il s'agit de suggérer la construction d'un simple monument décoratif ou mémoriel.
pour lequel un concours ouvert à tous pourrait passionner les habitants en leur évitant la surprise d'un choix esthétique arbitraire au fort relent de piston. 3. L'initiative de Madame Durand. Il est évidemment des sujets largement plus sérieux et dès lors prioritaires, voire d'autres matières plus sensibles touchant à la sécurité locale des citoyens, qui suggèrent aussitôt la précaution d'un anonymat pleinement justifié afin d'éviter d'éventuelles représailles de la part de citoyens mal intentionnés. Avec Madame Durand, nous entrons dans la dimension essentielle du droit à la sécurité des biens et des personnes, puisque cette citoyenne, victime à répétition de vols et de dégradation de sa propriété, ainsi que de harcèlement ou d'insultes dans sa rue, souhaite proposer, par exemple, le renforcement, si ce n'est la création, d'une police municipale, voire l'installation de caméras de surveillance. On comprend dès lors que, ne souhaitant pas s'exposer au moindre risque de vengeance de la part des délinquants concernés, cette personne préfère s'exprimer par le biais d'un relais collectif afin de préserver son anonymat en rejoignant le club citoyen de son quartier, où d'autres personnes dans la même situation pourront appuyer sa suggestion, tous les intéressés s'aidant ainsi mutuellement à formuler leurs demandes ou propositions citoyennes groupées. On peut imaginer dans ce cas, selon la préférence de la majorité constitutionnelle, un système de regroupement possible des doléances non seulement par quartier, mais aussi par sujet ou domaine concerné, sans oublier de permettre aussi une déclaration anonyme directement en mairie. En effet, la sécurité physique et matérielle de chacun constitue le premier droit et devoir des citoyens et la condition sine qua non de la paix civile pour toute société humaine digne de ce nom. La commune d'Élodiste devra donc aussi, par obligation constitutionnelle prioritaire, protéger tous ses habitants et lutter contre la moindre dérive susceptible d'induire désordre et insécurité. Dans cette perspective-là, et grâce à l'outil démocratique sans précédent que représentera le site officiel de propositions citoyennes, la municipalité pourra gérer la sécurité publique locale au plus près des besoins exprimés et pétitionnés par les citoyens, en disposant ainsi d'un véritable baromètre du climat urbain en particulier, quartier par quartier et mois après mois, afin de pouvoir réagir en urgence si nécessaire, dans le strict cadre des procédures prévues par la loi. La proposition citoyenne de Madame Durand peut également susciter bien d'autres suggestions, s'attaquant plutôt aux racines de la délinquance locale, par exemple de la part d'associations de quartier, voire encore d'autres doléances concernant une meilleure efficacité de la justice, permettant par ce biais à la municipalité de faire remonter au niveau régional, puis national, des informations en continu de la plus grande utilité. 4. Proposition citoyenne institutionnelle. Toute institution ou structure au sens juridique le plus large de personnes morales, telle qu'une entreprise, un syndicat, une section de parti politique ou n'importe quelle association déclarée, a également le droit de publier telle ou telle proposition citoyenne jugée utile sur le site communal de Délodie-les-Vernes, avec en sus l'avantage d'une expertise d'analyse sans doute plus approfondie et de moyens de formulation plus développés que dans les cas de propositions citoyennes provenant de simples particuliers, et surtout concernant des sujets complexes ou des projets de grande envergure. Ainsi, avec l'aide, voire à l'instigation de n'importe quel groupement d'intérêt privé ou public, et après préparation d'un projet plus ou moins ambitieux et détaillé, un parti politique local ou une association syndicale professionnelle peut naturellement publier une proposition citoyenne dans la rubrique dite institutionnelle du site communal. De la même façon, des associations culturelles pourront se regrouper librement et négocier entre elles une proposition visant, par exemple, à promouvoir l'acquisition de tel ou tel nouvel équipement, la construction d'une salle de spectacle, voire la création d'un événement socio-culturel à titre exceptionnel ou périodique. Dans ces divers cas, toute proposition citoyenne résumée sur le site officiel doit pouvoir, sur un simple clic, donner accès à une page explicative plus détaillée, laquelle gagnerait à être doublée d'une page d'argumentaire citoyen résumant les principaux points de vue opposés correspondant à cette proposition, et ce, dans le but de compléter aussi objectivement que possible l'information préalable des citoyens voteurs. Ainsi, les partis politiques de l'avenir auront toute latitude pour promouvoir les décisions à prendre et autres projets à entreprendre, et ce,
dès le niveau le plus local, en fonction de leurs options politiques habituelles, mais désormais sans avoir le pouvoir abusif d'imposer quoi que ce soit à la majorité des citoyens concernés. Car, en situation de démocratie locale directe, il faudra que toutes les structures politiques, socio-économiques ou socio-culturelles fassent preuve de beaucoup de pédagogie, de transparence et, pour tout dire, enfin d'intégrité, si elles souhaitent s'attirer le soutien d'une majorité de validation préalable. Nous retrouvons là, à l'échelon le plus immédiat aux yeux de chaque citoyen, le principe incontournable de l'accord majoritaire pétitionnaire, impliquant de la part des partis politiques, mais aussi des syndicats et de toute autre structure institutionnelle, privée ou publique, un effort sans précédent d'explication et de transparence dont le principal intérêt sera de supprimer les risques typiques de manipulation mensongère et de décisions non conformes à l'intérêt général, tel que ce dernier pourra s'exprimer majoritairement sur le site communal. Si la création d'un nouveau centre commercial, d'une nouvelle zone d'activité, voire d'un très vaste ensemble de logements sociaux ou privés, suscite une proposition citoyenne institutionnelle, il sera dès lors indispensable que tous les citoyens concernés soient informés des tenants et aboutissants correspondants, ce qui associera de fait tous les habitants de la commune à la phase finale de réflexion-décision sur le projet en question, interdisant dès lors d'autant les négociations secrètes trop souvent menées dans le dos des administrés concernés contre leur intérêt majoritaire. Enfin, depuis notre dernier courrier, nous savons que les mêmes contraintes s'appliqueront au conseil municipal, institution parmi les autres, dont le seul privilège sera d'avoir sa propre rubrique au sein du site officiel de propositions citoyennes, dans le but de promouvoir, pour la session annuelle suivante, quelques suggestions nouvellement souhaitées depuis sa désignation par tirage au sort, sauf dans le cas exceptionnel de procédures référendaires d'urgence. De cette façon, comme dans le cas des autres propositions institutionnelles précédemment décrites, tous les citoyens voteurs de Délodie-les-Vernes seront sûrs d'être respectés dans leurs préférences majoritaires, prenant en main leur devenir et s'impliquant pleinement dans la vie quotidienne locale et collective qui les concerne au premier chef, avec l'avantage sans précédent de voir appliquer leurs priorités dans l'ordre des préférences démocratiquement exprimées. 5. Les moyens financiers. Tout comme la nature des décisions prises ou des projets adoptés par la néo-commune démocratique de Délodie-les-Vernes, en fonction des résultats pétitionnaires obtenus sur le site officiel de propositions citoyennes, le financement des actions subséquentes sera grandement amélioré par la gestion enfin transparente que garantira la constitution délodiste. Car, comme dans le cas des dépenses de fonctionnement des administrations communales, les nouveaux investissements auront cette fois-ci toutes les chances de répondre à l'attente majoritaire des citoyens concernés par ordre logique de priorité, en suivant donc le principe déjà mentionné de l'obligation programmatique. L'agenda précis de chaque exercice annuel et les réservations financières correspondantes seront donc établis en fonction des majorités pétitionnaires obtenues, et ce, par ordre décroissant, ainsi que dans la limite des disponibilités budgétaires. Dans ce nouveau contexte, le rôle primordial du conseil municipal sera d'optimiser le résultat final et concret en termes de politique budgétaire afin de pouvoir traiter un maximum de propositions majoritaires, telles qu'exprimées à l'automne précédent l'exercice en cours, au terme de la période de conclusion pétitionnaire ou référendaire annuelle. Cela dit, le changement radical de contexte que permet la gestion délodiste de notre nouvelle commune assainira sensiblement le climat financier, puisque la transparence constante des procédures, appuyée par la collégialité des décisions et la rotation fréquente des responsabilités, découragera de fait toute malversation et toute fraude éventuelle en les repérant aussitôt pour les dénoncer publiquement dès le stade le plus embryonnaire. De plus, le bon sens citoyen et sa créativité désintéressée pourront enfin s'exprimer, y compris sur le plan financier, en particulier en termes de comparaison des prix, des coûts et autres marchés lors des appels d'offres officiels, pour lesquels les nouveaux délégués issus du tirage au sort démocratique seront on ne peut plus vigilants concernant les marges bénéficiaires des fournisseurs, encourageant les solutions de proximité et l'artisanat régional pour le plus grand avantage de l'emploi local, comme de l'équilibre si fragile de notre planète bleue. De fait, les marchés publics actuels sont loin d'être des exemples d'optimisation et de rigueur budgétaire, quand ils ne sont pas carrément l'occasion de magouilles
et autres arrangements financiers trop rarement dénoncés. À cet égard, les nouveaux citoyens, directement intéressés aux principes d'économie budgétaire sur leurs propres impôts et taxes, seront beaucoup plus pointilleux quant à la bonne gestion de leurs dépenses communales, évitant ainsi les risques si fréquents de surfacturation qui résultent de marchés trop peu concurrentiels, autant que le gaspillage de fonctions inutiles ou redondantes, à la façon des copinages carriéristes si typiques de la fausse démocratie. À terme, il ne fait donc nul doute que l'endettement devrait s'en trouver grandement réduit jusqu'à sa proportion sainement nécessaire, a fortiori si une loi de bon sens élémentaire, inscrite dans la Constitution, interdit désormais à tout chantier public de dépasser le budget prévu lors de sa signature. En effet, la règle applicable aux relations privées doit être tout aussi stricte concernant les réalisations publiques, car il est trop facile de sous-évaluer un devis pour s'assurer la signature d'un marché et se permettre ensuite de doubler, voire de tripler le budget prévu, aux dépens du contribuable. Contre ces abus quasi systématiques imposés par des oligopoles tout-puissants sous la bienveillance d'édiles locaux trop facilement manipulés ou corrompus, la néo-municipalité délodiste s'offrira le grand plaisir de promouvoir les nombreuses solutions qui ne manqueront pas d'émaner de ces nouveaux administrés, devenus de ce fait co-administrateurs. Car, au vu des gaspillages qui caractérisent la haute administration et compte tenu du volume actuel des taxes, impôts et contributions quotidiennement pompées sur la classe moyenne, ainsi que des centaines de milliards d'euros détournés en fraude fiscale, la richesse et les moyens sont bien là. Et il suffit d'une volonté politique majoritaire pour couper le robinet alimentant les seuls abus de pouvoir et orienter utilement les financements nécessaires, y compris à l'échelon local, de d'Élodie Léverne. 6. Les devoirs du citoyen communal. Après avoir ainsi amplement développé les droits nouveaux du citoyen délodiste en préalable aux décisions municipales et aux projets locaux qui en résultent, il faut aussi considérer le revers de la médaille en s'attaquant aux devoirs ou obligations que ce privilège égalitaire présuppose. L'oxymore, entre guillemets, est volontaire, afin de signifier que l'égalité vitale qui conditionne la juste paix civile, sans interdire d'ailleurs au-delà d'elle-même la différenciation récompensant plus de travail ou de mérite, est un droit naturel pour lequel il faut également assumer le devoir équivalent, ne serait-ce que via l'impôt, la taxe ou la contribution physique du travail. Selon le principe vital de localisme démocratique, par lequel d'Élodie Léverne doit autogérer autant que possible un maximum de fonctions d'utilité publique pour ses propres administrés, il paraît pour le moins logique que tout citoyen majeur de cette agglomération soit obligé de participer concrètement, d'une façon ou d'une autre, aux coûts impliqués par la réalisation des décisions municipales. Nous touchons là au nerf de la guerre que suppose le débat sur l'impôt au sens le plus large et impopulaire du terme, occasion d'une réflexion préalable au livre 2 de notre ambitieux programme, lequel traitera des conditions socio-économiques de la vie quotidienne, dans le cadre d'une civilisation enfin authentiquement apaisée. Pour l'heure, et s'agissant par défaut du cas français, force est de constater que les multiples façons de contribuer à la richesse commune via maintes prélèvements obligatoires, directs ou indirects, sont propres à dérouter tout un chacun par l'hypercomplexité d'un système résultant d'improvisation des plus empiriques, sur plus de 6 décennies d'une 5e République à bout de souffle. La multiplicité des règles fiscales et de leurs assiettes, niches, formulaires, dégrèvements et exonérations est propre à dérouter les citoyens et ne semble profiter qu'aux optimisateurs fiscaux grâce à leurs avocats conseils spécialistes en évasion fiscale borderline autant qu'offshore, au point que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'une remise à plat générale est désormais indispensable. Le problème est qu'une telle simplification est tout bonnement impossible sans d'abord changer les règles du jeu socio-économique de notre histoire nationale, afin qu'une égalité minimale de revenus soit garantie à tout citoyen moyennant son équivalent en travail ou fonction socialement utile. À défaut d'une redéfinition équitable des revenus, du travail en particulier, on aboutit inexorablement à la présente usine à gaz fiscale, avec des taxes et allocations qui se contredisent totalement, des injustices flagrantes oppressant les Français modestes via la TVA et plus encore les classes moyennes par le biais des impôts sur le revenu qui s'y ajoutent, sans même compter ici
les ponctions abusives sur le prix des énergies ou les contributions et cotisations toujours plus lourdes qui sont prélevées sur les salaires. Effectivement, tout est à reconstruire, mais à condition que la future Constitution garantisse non seulement des droits politiques, tels que décrits précédemment, mais parallèlement des droits socio-économiques élémentaires dont la teneur précise fera l'objet du livre 2 de la saga réflexive des tempérants. Disons pour le moment que la citoyenneté doit garantir à chaque foyer statistique ou adulte majeur le droit, traduit en termes de réalité tangible, de vivre décemment concernant les besoins d'habillement, de logement, d'alimentation, de confort quotidien, d'énergie, de sécurité, de mobilité et de loisirs les plus courants, moyennant une participation active à la vie collective locale, régionale ou nationale, sachant que les termes concrets de ces éléments évoluent constamment en fonction des mœurs, des mentalités et surtout du progrès technique. Or, précisément, l'injustice sociale systémique d'une économie libérale devenue depuis longtemps monopolistique ne fait qu'accroître les inégalités au point que désormais, une minorité de contribuables français paie l'impôt sur le revenu, lequel ne représente plus du tout l'essentiel des rentrées du fisc. La simplification attendue, ou plutôt prétendument souhaitée, ne saurait donc précéder la redéfinition des relations socio-économiques pour garantir un minimum d'égalité sociale concrète, puisque l'actuelle complexité d'un système fiscal devenu totalement illisible est en fait le résultat des multiples replâtrages contradictoires rendus indispensables par l'injustice économique et sociale. Au contraire de ce triste tableau en forme de serpent venimeux qui se mord la queue, la République authentiquement démocratique de notre chère Délodie aura pour but de simplifier les choses en toute transparence par la prise en compte d'une économie sociale minimale, très localement contrôlée, permettant à tout citoyen de participer à égalité aux efforts collectifs d'amélioration du cadre de vie communal. Autrement dit, Délodie Léverne a le devoir constitutionnel de garantir à chaque citoyen majeur un mode de vie décent ainsi que le juste revenu nécessaire qui lui correspond, moyennant une proportion de travail minimale exprimable si possible, sous forme d'impôt local ou de taxes locales, voire, à défaut, de disponibilité personnelle sur une durée hebdomadaire équivalente à ce minimum citoyen. Les fondements socio-économiques de ce calcul essentiel seront établis et développés dans le prochain livre de ces réflexions, mais il s'avère ici très utile, pour notre commune échantillon, de préciser que, le cas échéant, toute allocation remplaçant un emploi présuppose au minimum un travail à mi-temps au service de la communauté locale. Cette obligation de service communal citoyen est la juste contrepartie des garanties fondamentales offertes par la société et permet à tout résident majeur de se sentir dignement utile au bien commun, comme à la vie publique de Délodie Léverne. C'est d'ailleurs déjà le cas de nombreux emplois aidés dont le premier intérêt, malgré leurs limites, est de préserver les bénéficiaires de cette mesure des ravages physiques et psychologiques d'une inactivité prolongée, qui plus est, doublée d'une allocation en forme d'aumône dégradante. En mettant l'accent sur une authentique éducation civique dès le plus jeune âge, et par la force d'une justice politique et sociale devenue effective, car visible aux yeux de tous, la commune délodiste, dans sa réalité locale physique, autant que démographique, doit être ressentie par chacun de ses administrés comme le bien commun le plus immédiat assurant la paix et la sécurité, tandis que l'entretien et le développement de son environnement de nature, d'activités et d'infrastructures locales n'est autre que la copropriété de droit de tous les habitants concernés. Ce sentiment d'appartenance à une communauté locale spécifique se trouvera renforcé par l'étendue sans précédent de l'autogestion partagée, assurant ainsi un minimum d'égalité matérielle largement suffisant pour satisfaire tous les résidents, sans pour autant contredire ni décourager les leaders naturels de cette société locale. Car ces derniers, ou plutôt ces premiers de cordée, pourront très librement continuer d'influencer le cours de l'histoire locale de Délodie Léverne, autant que sa vie sociale, économique ou culturelle, avec le plaisir de s'épanouir supérieurement dans leurs entreprises sans plus jamais causer le moindre tort vital aux autres citoyens. Les plus utiles initiatives locales ou régionales seront toujours bienvenues et spontanément encouragées par les habitants eux-mêmes via le site officiel de propositions citoyennes, tandis que les ambitions préjudiciables ou trop égoïstes
contraires à l'intérêt général majoritaire, seront d'office voués à l'échec prématuré, faute de soutien pétitionnaire suffisant. Les personnalités locales qui se révéleront dès lors mériteront pleinement leur réputation grâce à un rapport de leadership désormais gagnant-gagnant avec leurs nombreux suiveurs volontaires par soutien pétitionnaire, sans que plus personne ne subisse injustement la moindre situation faute de majorité effective. Il va aussi de soi que le budget de notre exemple communal sera toujours substantiellement dépendant de fonds régionaux et nationaux afin de pouvoir lisser les effets aléatoires de conditions géographiques, démographiques ou économiques très variables d'une agglomération à l'autre, seule façon de garantir un minimum d'égalité territoriale entre tous les citoyens. Cela dit, une plus grande autonomie de gestion locale doit être encouragée par l'organisation d'élodistes des nouveaux pouvoirs à l'échelon communal. Cela découle en toute logique de la définition d'une autogestion partagée aussi complète que possible à chaque étage institutionnel, à commencer par le rez-de-chaussée que représente une commune tempérante telle que d'Élodie-les-Vernes. L'important, dans ce contexte, est de définir nationalement un PAC financier proportionné à l'échelon communal, sans forcément centraliser ni standardiser aveuglément les détails de son usage local, afin de laisser un maximum d'initiatives possibles à la discrétion de chaque commune, puisque, par définition, les usagers locaux de tous les services communaux sont les mieux placés pour choisir leurs propres priorités dans l'utilisation des budgets en question. Cette exigence est d'autant plus justifiée que la maîtrise locale des fonds concernés, rendue transparente et contrôlable par tout un chacun, offrira les meilleures garanties de probité en responsabilisant pleinement la population et sa municipalité par rapport à leurs propres priorités de dépenses publiques. Dès lors disparaîtra l'attitude passive de la majorité des citoyens et de leurs représentants locaux, trop souvent condamnés à l'attente de solutions venues d'en haut via l'assistance de l'État, et dont le dégât collatéral principal est d'infantiliser les populations provinciales de la France d'aujourd'hui. Aux antipodes d'une dépendance qui pousse trop souvent les élus locaux à quémander des subsides à la capitale, la prise de pouvoir local, bientôt autorisée par la commune d'élodistes, épanouira les nouveaux responsables municipaux en augmentant leur marge de liberté en même temps que celle de leurs responsabilités, pour la plus grande surprise des élites actuelles et le plus grand bonheur des citoyens de demain. Car il suffit de supprimer les barreaux de sa cage pour qu'un oiseau montre qu'il sait effectivement voler de ses propres ailes. 7. Identité et sécurité. Dès ce premier échelon basique d'une commune d'élodistes se pose naturellement la question cruciale de l'identification des citoyens correspondants, condition préalable à leur propre sécurité civile, autant qu'à l'égalité de traitement qu'ils méritent tous en termes de droits et devoirs effectifs. À quelque échelle que ce soit, en effet, et comme nous l'avons déjà précisé dans un précédent courrier, la maîtrise du destin collectif et l'existence même d'une société supposent des notions de frontières et de population précisément définies, tant il est vrai qu'on ne saurait gérer efficacement ni de façon transparente une communauté locale dont les contours démographiques et sociaux ne seraient pas aussi clairement définis que l'étendue géographique de son cadre de vie. Cela implique donc l'appartenance explicite de chaque citoyen local à sa commune de résidence principale sur la base des droits et devoirs précédemment explorés et dans le cadre concret de la surface géographique de ladite commune. Mais, concernant notre propos, cela suscite aussi le besoin d'une réflexion ouverte sur les notions connotées de sécurité en matière d'anonymat, d'accueil de nouveaux habitants et de respect de la vie privée. Dans ces domaines devenus très sensibles, et compte tenu de l'urbanisation mondialisée qui démolit méthodiquement toutes les structures cohérentes de la vie sociale, perçues comme autant d'entraves à la seule loi du surprofit, il est crucial de remettre de l'ordre, non plus au seul avantage d'une minorité dominante, mais pour le bien précieux de la sécurité de tous. L'ordre communal présent est en effet imparfaitement assuré par une constitution locale trop peu démocratique, dont l'effet est de frustrer les citoyens de leurs droits fondamentaux en leur faisant subir des décisions de facto minoritaires, copie conforme en cela des défauts de l'actuelle Constitution nationale, avec toutefois la consolation d'une proximité humaine physique propice à une meilleure relation entre élus et administrés, à la différence de l'échelon régional ou national. Or, bien que perfectible,
cette structure collective de premier plan se trouve elle-même menacée de quasi-disparition de fait, sous la pression de choix politiques nationaux trop visiblement asservis aux intérêts économiques mondialisés, tandis que les élus locaux se trouvent dépossédés de leur pouvoir, ligotés puis noyés par l'accumulation de normes excessives, de décisions délocalisées et autres obligations de regroupement, tout en héritant de nouvelles contraintes sans ressources assurées, au point que de très nombreux maires en exercice ne souhaitent plus être candidats à leur propre succession. S'il est vrai que le nombre des communes françaises est trop important face aux nouvelles contraintes de la vie d'aujourd'hui, il est tout aussi avéré que l'évolution politique récente ne fait que désarmer, chaque année un peu plus, des élus locaux gravement désemparés et démotivés, malgré la bonne volonté de la majorité d'entre eux, ce qui les rend vulnérables au chantage organisé des pouvoirs économiques et administratifs, au détriment direct de l'intérêt des citoyens qu'ils sont censés représenter. D'où la réduction du rôle de ces maires à l'écoute impuissante des justes doléances de leurs administrés, faisant de ces élus les premiers témoins de la misère croissante des derniers de cordée de la Macronie. À l'opposé de cette triste évolution propre à entraîner bientôt la résignation fatale de simples soins palliatifs, la commune d'élodiste, en tant qu'expression directe du pouvoir citoyen, est à même de reprendre en main les éléments les plus fondamentaux de la paix civile via la justice d'une réelle égalité minimale dans les trois dimensions sociales, économiques et politiques que suppose une société hautement civilisée. Dès lors, puisque la juste prise en charge des éventuels oubliés de la croissance fait partie intégrante des devoirs de d'Élodie-les-Vernes, entre autres aux frais de ses propres habitants, il est parfaitement cohérent que cette commune autonome et responsable ait la liberté et le pouvoir de gérer directement non seulement les problèmes de petite délinquance éventuelle, mais encore l'accueil de nouveaux résidents ou candidats à résidence sur l'espace géographique qui la concerne. C'est déjà largement le cas en matière de police, d'urbanisme ou d'économie par exemple. Mais concernant notre commune de d'Élodie-les-Vernes, les pouvoirs afférents se trouveront renforcés par la nouvelle Constitution, du simple fait que le poids majoritaire de toute décision sera désormais sans appel, à la différence des mesures trop souvent minoritaires prises dans l'incertitude de tout soutien suffisant parmi la population. Ainsi, un nouveau résident principal, qu'il soit locataire ou propriétaire, profitera des mêmes droits que ses concitoyens locaux, tout en assumant les mêmes devoirs qui en sont la condition logique. Par exemple, il est fréquent de nos jours que des décisions de bon sens à la fois courageuses et nécessaires se trouvent paralysées par la protestation bruyante d'une minorité trop partiale dans sa radicalité, via une réaction d'autant plus efficace que ceux qui doivent prendre la décision sont eux-mêmes minoritaires du point de vue démocratique. Mais s'agissant de d'Élodie-les-Vernes, toute décision municipale revêt de fait une autorité absolue impossible à remettre en cause dès lors qu'elle correspond à une réelle majorité démocratiquement exprimée, et ce, sur toute l'étendue des compétences locales. 8. Pacte citoyen et nouveaux foyers. La nouvelle puissance publique locale, pleinement légitimée par l'essence démocratique du pouvoir communal, n'empêchera pas pour autant les comportements délictueux de certains habitants, voire le refus d'intégration de certains citoyens devenus majeurs, sans compter les besoins spécifiques de nouveaux habitants potentiels, qui peuvent être sans ressources, tels que des sans-abri, des réfugiés politiques ou même climatiques, ainsi que des immigrés économiques fuyant la misère de leur pays d'origine. N'ayant pas la maîtrise des frontières nationales, d'Élodie-les-Vernes peut se trouver en situation d'accueillir, ou plus exactement, de repérer de facto sur son territoire, des personnes n'ayant ni emploi ni logement, parfois totalement isolées, d'autres fois venues en famille. En toute logique, c'est à l'échelon national qu'une vraie politique d'accueil et de maîtrise des frontières doit normalement être mise en pratique, avec pour principe majeur de concilier autant que faire se peut la nature humaniste et donc humanitaire de l'idéal républicain, et les contraintes matérielles de la garantie d'un accueil suffisamment décent, c'est-à-dire incluant à minima les droits et devoirs décrits plus haut. Sans remettre aucunement en cause le principe de la liberté de circulation des citoyens, pas plus que leur libre choix de s'installer où ils le souhaitent pour vivre ou travailler. Et dans le respect prioritaire des lois nationales en la matière, le principe d'élodiste local, tel que défini précédemment en termes de droits et devoirs,
s'impose à tout nouvel arrivant en situation de dépendance, c'est-à-dire n'étant pas en mesure de subvenir par lui-même aux besoins fondamentaux inclus dans le pacte citoyen que la société doit désormais garantir moyennant contrepartie. Cela suppose d'abord de définir ce que l'on sous-entend par le terme de résident afin de ne pas appliquer inutilement ce véritable contrat citoyen local aux personnes qui ne font que passer ou séjourner très temporairement, et à cet effet, force est de noter que seuls les citoyens, localement ou nationalement, ont le droit de fixer majoritairement la définition d'un séjour de passage, dans sa durée comme dans sa nature. Au-delà de la durée considérée, ainsi qu'en fonction de la nature de la présence dépendante nouvellement observée sur le territoire communal, la municipalité d'Élodiste devra donc avoir le droit absolu et majoritairement légitimé, tout autant que le devoir moral vis-à-vis de ses citoyens, d'imposer l'ensemble des droits et devoirs inclus dans le pacte citoyen, non seulement à toute personne étrangère, au sens le plus large du terme, mais aussi à n'importe quel nouvel adulte issu de sa propre population locale. L'objectif légitime est que tout nouvel arrivant soit de fait obligé de s'intégrer un minimum à la communauté locale du lieu où il se trouve résider, en profitant pleinement des avantages garantis pour le préserver de toute situation de dépendance ou de mendicité indigne de lui-même, autant que d'une société civilisée. Cette mesure peut paraître scandaleusement coercitive dans un monde où les injustices sociales et politiques entraînent des situations et réglementations d'une incohérence ubuesque que l'on finit par trouver normale au fil du temps. Or, n'oublions pas que toutes les aberrations et contradictions qui brouillent les codes de notre société actuelle ne sont que la soupape de sécurité nécessaire à l'équilibre précaire d'un château de cartes fondé sur l'injustice. C'est parce que la tête est illégalement corrompue que les pieds sont faussement soignés avec les lambeaux de notre drapeau tricolore et de ses principes, sans jamais remettre en cause une règle du jeu de plus en plus ouvertement truquée et contraire aux dits principes. À l'opposé de cet état de pourrissement interminable, entretenu par la loi d'une minorité dominante pour son profit quasi exclusif, sous couvert d'une pseudo-liberté individuelle digne de la jungle, la micro-république locale que représente D'Élodie-les-Vernes à sa propre échelle permet enfin d'éradiquer définitivement la misère croissante observable dans nos villes autant que dans nos campagnes, et dont les proportions terrifiantes sont le résultat d'une fuite en avant de toute responsabilité sur la matière jugée trop sensible de la gestion et de l'accueil des marginaux et des plus démunis. Dans la mesure de ses moyens, mais aussi en coopération intercommunale bien comprise avec ses voisines, la commune d'Élodiste a le droit fondamental de s'imposer à tous ceux qui résident sur son propre territoire pour garantir sous contrôle local une décence minimale de vie jusqu'à l'échelon individuel, tandis que toute personne, un tant soit peu durablement présente sur le dit territoire communal, a le devoir réciproque de participer égalitairement au bien-être de la communauté locale, répondant ainsi, dans les faits, au principe républicain de fraternité. Il est dès lors parfaitement cohérent que la participation citoyenne à la vie communale puisse s'imposer à tous de façon identique et incontestable, s'agissant des besoins vitaux, c'est-à-dire universels, dans les 4 dimensions du social, de l'économique, du culturel et du politique. Cet accent placé sur l'autorité publique locale par la Constitution d'Élodiste, enraciné dans le juste respect mutuel et universel du triptyque, enfin réalisable, de notre si célèbre devise républicaine, montre que la tempérance ne saurait être faible sur l'application de ces 3 principes fondateurs, ni tolérer le moindre début de concession, faute de quoi tous les abus déjà observés dans l'histoire déformeront à nouveau la tête et les pieds de notre Léviathan au point de le faire boiter, puis rechuter avant longtemps. Dans l'exemple illustratif présent de D'Élodie-les-Vernes, ce contrat citoyen local prend corps et âme dans les droits et devoirs réciproques de chaque nouveau résident majeur et de sa municipalité, concrétisant enfin la complémentarité des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est en ce sens que l'ère des tempérants promet d'être post-historique, puisque les futures conditions politiques de la vie publique, en garantissant une égalité socio-économique minimale et décente dans la vie quotidienne, en plus de l'équité citoyenne de droit, permettront enfin d'établir et de maintenir un équilibre vital profitable à l'ensemble des habitants,
sans plus jamais retomber dans les excès si injustes de l'intempérance animale et primitive qui nourrit l'actuelle mondialisation ultralibérale. 9. Des moyens démocratiquement définis. Pour mettre localement en pratique le pacte citoyen, tout comme sa politique d'assistance ou d'éducation envers les plus démunis, ainsi que sa stratégie d'accueil vis-à-vis des nouveaux arrivants, la commune tempérante doit aussi définir démocratiquement les limites des moyens financiers et matériels correspondants, en fonction de sa richesse morale autant que pécuniaire ou matérielle. Sous la Sixième République, dont le propos sera d'installer déjà notre jeune d'Élodie tout en corrigeant les dégâts humains et écologiques colossaux des constitutions précédentes, la priorité la plus urgente sera de reconstruire l'individu autant que la société par l'éducation, voire en l'occurrence la rééducation, tant du point de vue civique que pratique et comportemental, afin d'autoriser un véritable restart de notre disque dur social ainsi que de tous les logiciels légaux, économiques et juridiques qui lui donnent corps historiquement. Certains moyens seront certes du ressort direct de l'État ou des autorités régionales, mais il est essentiel que chaque commune d'élodistes et ses habitants conservent la maîtrise locale de l'utilisation des ressources ainsi mises à disposition dans leur propre cadre de vie, en jouissant du maximum d'autonomie décisionnelle possible. En ce sens, selon ses possibilités concrètes, mais tout autant en fonction de l'atmosphère culturelle à travers les mentalités locales qui détermineront sa politique majoritaire, telle ou telle commune s'avérera plus ou moins ouverte ou accueillante vis-à-vis de nouveaux candidats à la citoyenneté locale, tout en respectant les contraintes nationalement imposées par ailleurs de façon intégralement démocratique. De même qu'une municipalité peut choisir d'encourager ou non l'installation de telle ou telle activité commerciale, industrielle ou culturelle, l'accueil de nouveaux candidats citoyens pourra également donner l'occasion d'un développement accéléré, voire d'un repeuplement réellement salutaire pour les zones les plus désertées, ou être inversement perçu, à tort ou à raison, comme une charge insurmontable, selon la volonté majoritaire. Il va de soi qu'en fonction de ce choix évolutif, ladite commune sera ou non éligible aux aides régionales et nationales afférentes. L'essentiel ici est que l'arrivée de nouveaux habitants potentiels corresponde à la rencontre utile entre une demande officielle consciente d'intégration de la part des candidats à la résidence locale et un besoin ou un souhait de la part d'une majorité citoyenne volontaire, dans une proportion démocratiquement définie, en particulier pour le cas où les personnes concernées n'ont pas encore les moyens de leur indépendance économique, sachant que la moindre présence individuelle ou collective prolongée doit impliquer les mêmes droits et devoirs fondamentaux que ceux des citoyens habituels ou autochtones. 10. Quid des cas particuliers? En Élodie, et ce, dès l'échelon de la petite commune de notre exemple, les citoyens en manque patent d'autonomie ou d'indépendance feront l'objet, par obligation légale et constitutionnelle, d'une prise en charge ciblée moyennant une participation au coût que cette dernière représente, et sur la base inévitable des droits et devoirs réciproques du contrat républicain et de son pacte citoyen tel que déjà mentionné plus haut. À cet effet, il faut pourtant considérer deux situations aussi radicalement différentes que celle d'une personne de bonne volonté en difficulté chronique ou passagère, et celle, un peu plus complexe, d'une personne volontairement réfractaire à toute insertion ou participation, sachant que le distinguo indispensable ne pourra s'établir qu'après une sérieuse vérification supposant d'épuiser tous les secours et recours de la société locale et du mineur ou de l'adulte concerné, bien que toutes les procédures soient appelées à être simplifiées et accélérées du fait des garanties sociales universelles, propres à la future démocratie tempérante, et compte tenu de la nature majoritaire de son autorité. Dans le premier cas, l'intéressé a surtout besoin d'une sérieuse rééducation temporaire grâce à des outils aussi variés que le conseil en économie sociale, la tutelle financière, la prise en charge psychologique ou la redécouverte d'une éducation civique minimale pour apprendre les comportements d'un citoyen autonome et rejoindre pleinement le reste de la communauté locale. Ces services, s'ajoutant aux garanties du pacte citoyen habituel, ne devraient pas faire l'objet d'une contrepartie supplémentaire de la part de la personne ainsi assistée, du moins dans la limite d'une période décente, dans la mesure où ce citoyen dépendant est considéré comme involontairement blessé par la vie, ce qui est le cas d'adultes gravement traumatisés par leur milieu éducatif d'origine.
voire par tout autre accident gravissime ayant affecté leur vie personnelle ou professionnelle récente. Il n'empêche que le travail socialement utile, attendu en contrepartie des garanties du pacte citoyen, doit s'imposer à ces personnes avec la même juste rigueur que pour n'importe quel autre citoyen, quitte à prévoir des aménagements horaires ou techniques le cas échéant, en particulier en matière de handicap. En réalité, ces cas sociaux particuliers au sens le plus large de ce terme seront très vite beaucoup moins nombreux et s'intégreront nettement plus facilement dans une vie quotidienne rééquilibrée, non seulement parce que la nouvelle société délodiste ne produira plus de laissés pour compte de par sa justice sociale et son repérage local du moindre risque en la matière, mais surtout parce que le travail socialement utile requis en contrepartie du pacte citoyen sera la meilleure garantie de résilience et d'intégration accélérée pour chaque personne concernée. Cette obligation structurante et réellement utile à la commune remplacera dès lors la gratuité abusive des allocations habituellement versées, dont les effets si démobilisateurs dévastent l'amour-propre, la dignité et jusqu'à la santé des soi-disant bénéficiaires, en encourageant par ailleurs d'inconscients abus, tandis que l'indissociabilité délodiste des droits et des devoirs du pacte citoyen, en tant que face concrète du contrat républicain, assurera la reconnaissance officielle et universelle de l'utilité irremplaçable de chacun pour tous, dans l'intérêt d'un bien-être équitablement partagé, s'agissant ici des besoins vitaux et locaux. Enfin, dans le second cas particulier de citoyens devant être pris en charge, mais cette fois-ci, hélas, par leur propre faute, situation alors démontrée par un comportement délibérément hostile à la société et réfractaire à toute participation minimale indispensable, la loi devra s'imposer plus que jamais, par une procédure judiciaire en comparution immédiate visant à contraindre physiquement le délinquant volontaire à un travail local et socialement utile, sous la forme de peine pour délit majeur contre la commune et la société. En effet, et sans aucunement souhaiter le retour du bagne et des travaux forcés inhumains dont un Guillaume Seznec a si injustement fait les frais, il serait foncièrement incohérent qu'une personne avérée coupable de manquement volontaire à ses obligations citoyennes minimales se trouve prise en charge par la population de tous ceux qui s'assument. Cela constituerait de fait la pire des injustices pour ces derniers, encourageant tous les abus de l'égoïsme le plus injustifié, comme c'est le cas des peines de prison d'aujourd'hui, alors même que tout le monde connaît les vertus du travail en termes de réhabilitation psychologique et rééducation physique de tout individu. Dans ce cas extrême, appelé à devenir rarissime au fil du temps et par obligation constitutionnelle, l'intéressé doit donc être condamné à produire le minimum de valeur socio-économique équivalent au pacte citoyen garanti, doublé d'une participation aux coûts dérivant de tous les frais de justice, voire d'enfermement et autres réhabilitations sociales entraînées par son attitude, sauf à préférer se voir expulsé et en quelque sorte banni du territoire communal, à la seule condition toutefois d'être préalablement et officiellement accepté en un autre lieu. Situation on ne peut plus limite, qui introduit dès lors la notion de justice délodiste, vaste sujet de nos prochaines réflexions. 11. Contrat républicain et garantie citoyenne. En naviguant à vue depuis le quai déjà lointain de nos adieux à la Ve République, nous voyons se profiler de temps à autre des paysages trompeurs qui, lorsqu'ils sont approchés, se révèlent différents de ce que l'œil nu faisait apparaître de prime abord. Et c'est semble-t-il le cas de l'îlot du droit de vote, tel qu'il fut croisé dans notre précédent courrier. Rien d'essentiel à remettre en cause toutefois, si ce n'est l'obligation désormais inutile de signer ou non un contrat républicain en préalable à toute participation active sur le site officiel communal de proposition citoyenne, que ce soit pour proposer ou pour pétitionner, autrement dit, pour s'enregistrer volontairement sur la liste des citoyens voteurs. En effet, s'il est souhaitable d'officialiser à minima l'entrée d'un jeune adulte ou d'un nouveau résident dans la communauté citoyenne locale, les nouvelles réflexions qui précèdent dans le présent courrier rendent de facto inutile le choix de signer ou non le contrat citoyen autorisant le droit de vote. Si l'inscription sur liste électorale peut s'avérer nécessaire pour des raisons purement techniques, rien n'empêchera la commune délodiste d'y procéder. Mais l'on peut tout aussi bien considérer que chaque adulte légalement admis sur le territoire communal en tant que citoyen résident
se trouve inscrit d'office comme voteur potentiel sur le site communal de sa résidence principale, ainsi qu'à l'occasion de tout référendum éventuel, sans être obligé de se déclarer volontaire. La nuance dérive assez logiquement des sections précédentes, dans la mesure où les obligations réciproques du contrat républicain ou du pacte citoyen, que l'on pourrait appeler plus justement garantie citoyenne, s'imposent autant à la commune de Délaudy-les-Vernes qu'à chacun de ses résidents majeurs, sans donc nécessiter une signature qui serait par définition facultative. En réalité, le seul fait de résider sur le territoire communal de façon assez durable fonde pour chaque citoyen, simultanément et complémentairement, l'ensemble des droits et devoirs afférents au contrat républicain toujours affiché en mairie, ainsi qu'à la garantie citoyenne décrite dans le même document. Dès lors, le cas échéant, toute signature éventuelle ne peut être qu'un simple accusé de réception du document officiel décrivant les termes des deux piliers de la nouvelle citoyenneté, sachant que chaque citoyen en reçoit une copie. Autrement dit, tout citoyen majeur ou adulte assimilé est rattaché à une commune précise correspondant à son principal lieu de résidence, et par là même se trouve étroitement intégré à la communauté humaine correspondante, avec le privilège de participer à toute décision locale potentielle en qualité de résident voteur et facultativement initiateur de propositions citoyennes, voire en tant que délégué tiré au sort, et jouissant en plus de la garantie citoyenne d'un niveau de vie minimal en cas de nécessité ou de dépendance, et ce, moyennant le devoir de contribuer à la richesse communale, financièrement via l'impôt, ou, à défaut, par le biais d'une disponibilité personnelle via un travail d'utilité locale à mi-temps, les mineurs isolés éventuels étant quant à eux pareillement pris en charge ou parrainés par la commune via un indispensable recours à quelque forme de regroupement éducatif et intensément participatif. Les sections qui précèdent montrent qu'un tel document remis éventuellement à chaque citoyen, de façon plus ou moins officielle, voire festive, permettra en effet à chacun de prendre conscience des tenants et aboutissants de la citoyenneté, tout en arrimant cette dernière dans la dimension locale la plus concrète et palpable de vraies garanties socio-économiques, à la différence de l'assujettissement subi par les Français d'aujourd'hui sous la masse écrasante d'une Ve République beaucoup trop distante et centralisée, n'offrant par ailleurs aucune sécurité vitale. Ainsi, le contrat républicain et la garantie citoyenne définissent-ils la nouvelle règle du jeu enfin équitable d'une société devenue pleinement participative, dont l'égalité ne sera plus un principe abstrait ou un idéal vainement espéré, mais deviendra au contraire une réalité quotidienne minimale et garantie, libérant chaque citoyen du souci de défendre ses droits socio-économiques et politiques vitaux contre les excès de toute jungle humaine, comme du moindre abus de pouvoir, tandis que seule l'échelle locale de l'autorité et de la gestion afférente, police et justice incluses, saura garantir l'universalité individuelle de cette socialisation minimale, en quelque sorte semi-égalitaire. La République délodiste permet donc la mise en place définitive d'un bouclier indéformable protégeant tous les citoyens, véritable palier minimal et incompressible de droits et de devoirs sanctuarisés dans les domaines complémentaires du social, de l'économique, du culturel et du politique, et ce dès l'échelon le plus local du vécu le plus quotidien. Au-delà de ce palier, les destins individuels pourront librement s'exprimer sans risquer de nuire à qui que ce soit sur l'essentiel de ce que suppose une vie socialement décente et déjà matériellement confortable. Cela n'empêchera nullement l'ajustement du contenu de ces droits et devoirs au fil de l'évolution des mentalités, du progrès technique et d'une juste croissance écologiquement maîtrisée, mais tout sera très différent dès lors que le moindre abus de pouvoir deviendra impossible, garantissant à chaque personne d'être enfin respectée dans son intégrité humaine et sociale. Ce progrès historique sans précédent aura plus encore pour effet de réconcilier sciemment l'individu et la société dans leur indispensable complémentarité, en conditionnant la véritable liberté individuelle au respect préalable, ou mieux encore simultané, d'un minimum d'égalité et de fraternité propice à ne plus faire mentir la triple devise nationale française. Car l'authentique abus de pouvoir, caractéristique de l'injustice, apparaît dès lors que la vie décente, et a fortiori la survie des citoyens les plus faibles,
se trouve menacée par la réussite excessive des plus forts, rendant celle-ci injustifiée par l'inhumanité illégitime dont elle se nourrit. Cela définit la responsabilité sociale minimale des premiers de cordée si chers à notre actuel président, sans pour autant interdire la vraie réussite des citoyens les plus entreprenants, à condition qu'elle soit enfin rendue compatible avec l'intérêt général, grâce au double bouclier protecteur de décisions majoritaires sur le plan politique via le contrat républicain du délodisme et de leurs garanties citoyennes correspondantes du point de vue socio-économique. Alors, volontairement réduite par la priorité préalable du partage proportionné et communautaire des droits vitaux, ainsi que dans le respect de l'environnement collectif immédiat, la vraie liberté individuelle pourra s'épanouir sans culpabilité ni critique possible au-delà de cette limite, pour faire progresser l'humanité dans le nouveau cadre post-historique d'une paix authentique, enfin juste et durable. Il ne fait en effet guère de doute que les progrès accomplis et les innovations encouragées par un tel système, d'abord fondé sur la justice et le pouvoir majoritaire, ne manqueront pas d'être fort différents des folies actuelles qui font la une des journaux, tandis que la misère humaine de notre mode de vie ultralibéral disparaîtra pour de bon sur tout l'espace d'une nouvelle république devenue un exemple pour le reste du monde. Les progrès humains et sociaux rythmeront dès lors une juste croissance respectueuse de son environnement naturel, tandis que les risques de violence, d'injustice et autres guerres s'évanouiront dans une histoire qui paraîtra aussi lointaine que la préhistoire. Ainsi, grâce à l'adoption indispensable d'un néo-cadre politique et socio-économique, tenant enfin compte de nos aspirations humaines les plus universelles et libérant ces dernières de la tutelle de nos plus bas instincts animaux, le tempérant qui sommeille en chacun de nous pourra s'éveiller à une vie supérieurement accomplie, dans le respect de ses concitoyens et pour le bien d'une planète préservée de tous les abus contraires à l'intérêt de la vie. Car, aux antipodes de ce que prône encore la dictature capitaliste des marchés financiers, un peuple foncièrement pacifique, enfin libéré de ses obsessions vitales primaires, ne peut concevoir majoritairement que d'heureux desseins pour peu qu'il ait en main toutes les cartes qui lui reviennent de droit. Juin 2019.